Salut, c'est Vince, bienvenue sur Histoire de vinyle, dans la série La fortune du pot. Si vous vous souvenez bien, j'avais à un moment donné dans une vidéo proposé cette nouvelle série et puis j'avais réalisé un tirage au sort d'une année comprise entre 1965 et puis 2024. C'était tombé sur 1999 et donc voilà, j'ai fait une vidéo consacrée, dans laquelle je vous présentais 10 albums que je trouve assez remarquables, même complètement remarquables, de 1999. Au cours de cette vidéo-là, j'ai procédé à un autre tirage au sort, et l'année qui est sortie, c'est 1980. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter 10 albums que j'ai sélectionnés, et ça n'a pas été facile, de 1980. Et je vais au moins en faire 3. Et donc je vous propose là tout de suite en fait de faire le tirage de l'année qui sera la prochaine. Allons-y. Alors voilà, hop, 1969. Je suis pas sorti d'affaire. Parce que faire un choix d'une dizaine d'albums sortis en 1969, enfin bon bref, peu importe. Avant de commencer, pour l'année 1980, je vous invite, ceux qui le souhaitent, à vous abonner, à partager le lien de la chaîne, bien entendu, à commenter et éventuellement à liker. Bref, c'est vous qui voyez. Je n'ai pas trouvé d'album pour chacune des 10 catégories que je vous ai proposées dans la série. Écoutez-moi ça. Non. Mais tout de même, au moins dans la première catégorie, le blues. Allons-y, le blues. Eh bien, je vais vous proposer un album qui est sorti en 1980 sur le label JSP Records, qui est un label londonien, me semble-t-il, qui a été fondé en 1978. Et pour lequel on enregistrait tout un tas de musiciens de blues, en particulier états-uniens, mais pas uniquement. Par exemple, ceux qui me viennent à l'esprit, Louisiana Red, par exemple, Sugar Blue, voilà. Et puis, Buddy Guy. Donc, en 1980, effectivement, sort Breaking Out sur ce label. C'est un très bon album, sachant que Buddy Guy, dans les années 70, il est un peu au creux de la vague. Effectivement, il a plusieurs enregistrements où il accompagne des musiciens, dont Junior Wells, par exemple, de nouveau, dirais-je. Buddy Guy, il est originaire de Louisiane, il arrive à Chicago à la fin des années 50, il apprend à jouer de la guitare, et puis il va accompagner, effectivement, plusieurs musiciens. Il va être découvert par Muddy Waters en particulier, et puis en 1965, avec le fameux Junior Wells, il sort ce que je trouve être un excellent album de blues, c'est Hoodoo Man Blues. Il sort en 1965 avec Junior Wells, qui est un chanteur harmoniciste. Vers la fin des années 60, il va même enregistrer à la suite du blues boom, la redécouverte des musiciens noirs de blues, par les musiciens blancs en particulier, d'abord anglais. Il va enregistrer un album où Eric Clapton intervient, c'est This is Buddy Guy en 1968, et puis effectivement, sa carrière s'évapore un petit peu, dirons-nous, dans les années 70, mais il sort en 1980, c'est un excellent album, j'ai déjà dit. Particularité de cet album pour les amateurs, c'est sa guitare, il met un effet de fuzz dessus, ce qui est assez inhabituel pour les musiciens de blues, en particulier dans les années 80. La fuzz, c'est plutôt un effet caractéristique des groupes de rock psychédélique dans les années 60, puis de rock néo-psychédélique dans les années 80. Mais pour un musicien de blues, bref, c'est une curiosité, c'est un très très bon album. Buddy Guy, 1980. Je n'ai rien sur le jazz. Désolé, en 1980. Par contre, le rock. Alors allons-y avec le rock. Il y a cet album qui sort en 1900... devinez quoi, bon. C'est The End of the Century des Ramones, avec cette pochette fantastique. Je crois que c'est Mick Jones qui a... Non, je dis des bêtises, c'est pas Mick Jones. J'ai oublié. En tout cas, super pochette. À la Seeds, à la Stooges, enfin bref, si ça vous évoque quelque chose. Bien sûr, l'ossature des Ramones, le groupe fondé en 1974 dans le Queens, à New York. C'est Joey Ramone et puis Johnny Ramone, le guitariste. Ici, qui les accompagne, Didi Ramone à la basse, Marky Ramone à la
Bien sûr, c'est leur nom, vous le savez, leur nom, ce n'est pas les Ramones, bien entendu. Elles ne sont pas des frères, ni des cousins, ni quoi que ce soit. Ici, lui, à la batterie, ces deux-là vont pas rester, vont pas continuer l'aventure jusqu'au bout des Ramones, mais par contre, ces deux-là, pratiquement. Cet album, il a cette particularité, et c'est en partie la raison pour laquelle le groupe voilà, considère que c'est peut-être pas le meilleur de leur carrière. Il est produit par Phil Spector. Phil Spector, hein, le Wall of Sound, les Ronettes, les fameux succès des Ronettes dans les années 60. Il produit l'album, effectivement ils n'en sont pas contents, il y a pourtant d'excellents titres, bien sûr Chinese Rock, hein, qu'ils vont reprendre en concert, et puis moi j'aime beaucoup Do You Remember Rock and Roll Radio, qui est le premier titre, hein. Et puis il y en a d'autres, hein, Baby I Love You, bref, voilà, c'est ultra speedé, eux ils considèrent que c'est pas encore, c'est pas brutal, c'est un peu trop peaufiné, bref, bon, peu importe. Superbe album, Phil Spector, hein, qui finira sa vie en prison en raison d'un féminicide, le monsieur. Il est dit qu'il aurait menacé en studio pendant l'enregistrement de cet album Didi Ramone avec un pistolet. Enfin bref, bon, un peu perché le Phil Spector. Bref, super. Autre groupe, cette fois-ci un groupe anglais, d'un album qui sort en 1980. C'est pareil, leur carrière à eux est extrêmement longue. Les Jam, le groupe de Paul Weller, c'est Bruce Foxton et puis Rick Buckler, je crois, à la batterie. C'est Sound Affects, qui sera le plus gros succès du groupe en fait en Angleterre. Il atteindra la deuxième place, je crois, quelque chose comme ça. Alors nous sommes en 1980, mais c'est sûrement pas du post-punk, c'est pas du punk. Les Jams, c'est du rock anglais, assez classique, mais tout à fait efficace. L'album est excellent. J'ai une petite préférence hein, dans un style proche, j'ai dit proche, pour les Buzzcocks, mais bref, c'est un superbe album. Paul Weller, c'est un très bon guitariste, et donc cet album, je vous le conseille, en tout cas pour 1980. C'est peut-être pas le meilleur album des Jam, mais en tout cas il est tout à fait excellent. Voilà pour le rock. Vous allez me dire, c'est tout? Oui. Le hard rock. Allons-y avec le hard rock. Alors, cet album de hard rock, alors c'est pas du heavy hard rock, c'est pas du hard rock rapide ou avec une voix très puissante, avec un chanteur du moins avec une voix extrêmement puissante. 1980, c'est vraiment une année charnière, c'est un petit peu la fin des groupes qui ont ouvert le bal du hard rock à la fin des années 60, début des années 70, puis dans les années 70, et puis c'est avant le renouveau du hard rock dans les années 80 en Angleterre. C'est un groupe de Dublin, et cet album, effectivement, il n'est pas considéré comme le meilleur par les amateurs de ce groupe. Ce groupe, c'est Thin Lizzy, hein, le groupe de Phil Lynott et puis de Scott Gorham. Ici, vous avez un nouveau guitariste qui s'adjoint au groupe, c'est Snowy White. Mention spéciale aux deux guitaristes, hein, les solides guitares sur cet album sont absolument fantastiques. Chinatown, en référence au lieu, en fait, ils ont enregistré dans le quartier de Chinatown à Londres, je crois, cet album, superbe pochette de Jim Fitzpatrick, hein, bref. En fait, il y a des titres qui vont être repris plusieurs fois, souvent en concert malgré tout par le groupe, hein, Killer on the Loose par exemple, Chinatown tout simplement, bref, c'est très efficace, c'est très très bien, c'est un hard rock dirons-nous, peut-être un peu plus mélodique dans les styles que j'évoquais tout à l'heure. Bref, Thin Lizzy, je pense que cet album est à redécouvrir. Effectivement, il souffre un petit peu d'être entre Black Rose, l'album Black Rose qui est juste avant, et puis le suivant, Renegade, qui sont, pour moi en tout cas, peut-être supérieurs, mais bon, malgré tout, l'écoute de cet album est tout à fait très très bien. Et puis, voilà, je voulais ressortir sortir en tout cas un Thin Lizzy pour le hard rock. Il y a d'autres groupes dans les années 80 de hard rock, mais je pense que cet album c'est plutôt pas mal. Ouais. Alors, le post-punk. Et oui, le post-punk, parce que clairement, le début de la décennie 80,
eh bien, va nous offrir des albums tout à fait extraordinaires qu'on peut classer dans le post-punk, avec affinité Cold Wave, Dark Wave. Je vous renvoie aux différentes vidéos que j'ai consacrées justement à ces styles musicaux. Il y a un album, voilà, s'il faut en passer par là, bien sûr, c'est l'album des Cure, 17 Seconds. Waouh! D'accord, A Reflection, A Forest, bref, des titres, et puis 17 Seconds, enfin, de toute façon il n'y a rien acheté dans cet album, c'est une tuerie totale. C'est pour moi, avec les deux albums suivants, hein, la trilogie magique, hein, vraiment, 17 Seconds, Faith, et puis Pornographie, bien sûr, 80, 81, 82, donc voilà, allez, prenez ça les enfants. Effectivement, on est dans le gothique, clairement, enfin, pour moi, encore une fois, pas vraiment Cold Wave ni Dark Wave, juste vraiment bref, fantastique, bien entendu, tout comme le suivant. 1980, il n'est pas très original, encore une fois, hein, le Vince nous sort toujours les mêmes trucs. Bah oui, mais en 1980, je m'excuse, mais cet album qui sort en juillet 1980, l'album des Joy Division, Closer. Il sort en juillet de 1980, un peu plus de 2 mois après la mort de Ian Curtis, après son suicide. C'est le deuxième et le dernier album du Joy Division en studio, en tout cas. Bien sûr, il y a d'autres trucs qui vont sortir plus tard, mais bon, bref, peu importe. Sur Factory Records en 1980, bien sûr, j'étais bien trop petit pour acheter cet album, mais bien, je me le suis procuré, bien entendu, comme beaucoup plus tard. C'est une pure merveille avec cette photo qui est assez emblématique. Ça a dû faire un choc à l'époque aux amateurs parce que c'est la photo d'un tombeau en fait dans un cimetière, je crois que c'est en Italie, absolument voilà, terrible après la mort de Ian Curtis. Bref, mais magnifique. Oui, bien sûr, je dis Atrocity Exhibition. Bon, bref, peu importe. Quel titre extraordinaire. Autre album que je place effectivement dans le post-punk, mais alors pas du tout dans les styles que je viens d'évoquer préalablement, ou bien est-ce que c'est un rock, encore une fois, mélodique, fondé initialement par Todd Bowers et Dave Robotham, qui eux, en fait, n'apparaissent pas sur le premier album du groupe, mais qui intégreront à un moment donné le groupe Simply Red. Qu'est-ce que c'est que cet album, en fait, au sein duquel, et qui va animer ce groupe tout au long de son existence, c'est Durity Column, et le musicien en question, c'est Vinnie Reilly, produit par Martin Hannett, ici, qui intervient au clavier également. Bien sûr, The Return of the Dirty Column, qui fait référence à un convoi d'anarchistes qui ont progressé en direction de Madrid pour aider à sa lutte contre Franco, les armées de Franco. Durruti, c'est Buenaventura Durruti, justement, ça se pas pareil, je crois d'ailleurs. Bref, peu importe. Voilà la référence historique, l'histoire. Et puis cet album, encore une fois, j'y viens, rien à voir avec les albums précédents. Ici, Vinnie Reilly, le guitariste, donc souvent des instrumentaux, quasiment que des instrumentaux, il est très influé par la guitare classique, influencé par la guitare classique, et donc effectivement ça se ressent, ça crée des ambiances assez étranges, avec des effets discrets. C'est un son totalement unique, à savoir que ici c'est une réédition, mais assez intéressante aussi. Sur le pressage original qui serait sorti seulement à 2000 exemplaires, vous aviez en couverture du papier de verre, histoire d'abîmer un petit peu les autres disques. Ne faites pas ça chez vous. Bref, bon. Là, pour la réédition, il y a également du papier de verre, mais ils ont eu la bonne idée, bien entendu, de le glisser, la feuille de papier de verre, à l'intérieur, et puis vous avez une pochette découpée, vous voyez, avec le premier logo du label Factory Records, légendaire, bien entendu. Donc dans le pressage original, vous aviez aussi un 45 tours souple avec 2 compositions du producteur et Martin Hannett, lequel producteur avait aussi produit le titre que j'ai évoqué là à l'instant pour Joy Division, Atrocity Exhibition. Ouais.
Bref, là le 45 tours y est aussi, pas en souple, en dur, mais voilà, superbe réédition qui date de 2013 pour le coup, si voilà, vous pouvez trouver ça dans les bacs, je suis pas sûr que ce soit encore disponible. Superbe, superbe album. Le deuxième, le suivant d'ailleurs, fantastique aussi, qui sort il me semble l'année suivante ou en 82, LC, fantastique. Bref, allons-y. Alors, toujours dans le post-punk. Alors là par contre, c'est un album qui est situé entre deux genres, on va dire, entre l'industriel, la musique industrielle version Einstürzende Neubauten des Allemands, et puis si vous connaissez effectivement musique très industrielle avec des instruments qui sont aussi des marteaux-piqueurs, bref on prend ce qu'on peut, un petit peu comme dans Neu, hein, le groupe, bref, je digresse. Et puis l'autre versant entre lesquels se trouve ce groupe, c'est Throbbing Gristle, donc plutôt bruitiste on va dire. Donc eux ils sont pile entre les deux, mais ça reste toujours très expérimental, donc entre l'indus d'Einstürzende Neubauten et puis le bruitisme de Throbbing Gristle, et bien vous avez quoi? Vous avez Cabaret Voltaire, voilà. Et cet album qui est le deuxième, je crois, album studio de Cabaret Voltaire, qui sort en 1980. Le groupe est ancien, hein, il est fondé par Kirk, Richard Kirk, c'est ça qui est décédé. Christopher Watson et puis Steven Malinder. Bref, c'est passionnant. Effectivement, il y a un peu cette voix de baryton, voilà, il y a une Curtis si vous voulez, avec une basse assez ronde, et puis des ambiances très très étranges, parfois un petit peu angoissantes. C'est un album absolument fantastique, quoi. Et puis sur Rough Trade Records, c'est sorti. D'ailleurs, pourquoi est-ce que j'ai sorti le disque de sa pochette? Je ne sais pas. Bon, bref, peu importe. L'album suivant, je ne peux pas placer dans le post-punk. C'est de la pop anglaise, en fait. C'est pas de la Britpop, dans le sens Britpop, voilà, des années 90, dirons-nous 2000. Non, c'est de la pop anglaise, un petit peu dandiesque, avec des paroles souvent qui frisent l'absurde, un petit peu dadaïste, dirons-nous. D'ailleurs, Cabaret Voltaire, hein, le nom vient précisément de ce lieu d'artistes à Zurich, en Suisse, où le mouvement Dada a été fondé. Bref, il est alsacien en fait, le Pervis. Monochrome 7. Strange Boutique. Fantastique. Les harmonies, les mélodies. Et puis, mais voilà, c'est un groupe, cette fois-ci, il y a très peu d'électronique. Hein, c'est une formation classique, guitare, basse, batterie. Et puis, mais avec cette élégance extraordinaire, je trouve, dans le chant, et qui est absurde. Il y a même un peu de français qui est mêlé là-dedans. Fondé par Bid aka Ganesh, oui, c'est Ganesh Seshrati. Bref, ils vont bien sûr avoir plusieurs albums, 4 au début des années 80. Le deuxième sort en 1980 aussi, Love Zombies. Oui. J'ai présenté ce groupe Monochrome 7 dans une vidéo In Tenebris, hein, histoire de l'exhumer un petit peu des groupes peu connus. Bref, la pochette est magnifique et puis le disque il est absolument fantastique. Monochrome 7. Changeons d'ambiance. J'aurais pu mettre cet album dans le rock psychédélique parce qu'il m'évoque beaucoup, il me rappelle un enregistrement du personnage en question de 1969, Trout Mask Replica, et je pense que vous avez reconnu. C'est Captain Beefheart. Captain Beefheart and his Magic Band. Ici, c'est Doc at the Radar Station. Il faut savoir que dans les années 70, il est un peu au creux de la vague, le Captain Beefheart, parce que moi je trouve que les deux albums, Unconditionally Guaranteed et puis Blue Jeans and Moonbeams, ils ne sont pas terribles. Et puis, à la fin des années 70, va sortir Shiny Beast en 1978, Doc at the Radar Station en 1980 et puis Ice Cream for Crow en 1982. Pour moi, c'est une trilogie absolument magique et qui me renvoie, voilà, pour le coup, le Captain Beefheart recrée la magie. Alors il faudrait peut-être parler plutôt du New Magic Band, parce que là, évidemment, il y a quasiment
plus aucun, me semble-t-il, des musiciens de l'ancien Magic Band des années 60. Pochette réalisée par le Captain Beefheart, par Don Van Vliet, qui, après le Ice Cream for Crow en 1982, arrête la musique et va se consacrer totalement à son art. C'est un artiste, semble-t-il, accompli et voilà, très doué. Superbe album. Voilà, avec les rythmes saccadés, je vous dis, on retrouve le Strictly Personal, et puis le Trout Mass Replica, bref, c'est magnifique. Open Bar. Allons-y. Alors, je terminerai avec cet album, du reggae, tiens, pourquoi pas. En fait, je crois que c'est le dernier album studio de Bob Marley and the Wailers, qui sort en 1980. Il va se découvrir, je crois, pendant l'enregistrement de cet album en studio, malade. Et puis, effectivement, il va mourir des suites de tumeurs au cerveau, je crois. Ce n'est pas le meilleur album de Bob Marley and the Wailers, je ne pense pas, mais il y a quand même de très 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 bons titres. Bien entendu, il y a Could You Be Loved, le succès, et pas uniquement. Moi, il y a un morceau que j'adore, c'est Redemption Song, qu'il joue tout seul, c'est le dernier morceau de l'album qu'il joue tout seul à la guitare acoustique, je crois, et qui sera repris par Johnny Cash, par Joe Strummer aussi, bien sûr, des Clash. C'est un très bon album de reggae, je pense supérieur à plein d'albums de reggae qui sortent à l'époque. Il y fait beaucoup référence au Rastafari, au mouvement spirituel fondé dans les années 30 en Jamaïque, et qui fait référence Tafari à Haïlé Sélassié, bien sûr, qui est considéré par les adeptes de ce mouvement comme le Messie, Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie. Bon, bref, beaucoup de références au mouvement Rastafari. Superbe. Uprising 1980. Voilà, c'était ma proposition pour cette année-là, 1980, une dizaine d'albums. C'est mon choix. N'hésitez pas à me faire partager les albums que vous auriez choisis, vous. J'ai laissé quand même plein de choses de côté. J'ai essayé d'être un petit peu divers. That's my choice. Allez, Vince, it's me. Cares about you. Salut, à la prochaine.